Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Salut MC, comment ça va ? Très bien, et toi ? Très bien, je suis contente de t'accueillir dans Antipop. Alors pour celles qui ne la connaissent pas, MC, elle a plein... Est-ce que tu as plusieurs personnes dans ta tête ? Tu peux nous le dire ? Je suis complètement... Ah ouais, on est au moins 12, je dirais, comme ça. Ouais, parce que MC, c'est aussi Marie-Charlotte, c'est aussi la créatrice de Crush, c'est aussi la rebelle en tutu. Donc, peut-être qu'on se référera à l'un de ces matronymes dans cet épisode. Mais en tout cas, je suis super contente de t'accueillir. L'idée de cet épisode, c'est de décrypter une analyse que j'ai faite sur ton podcast Crush il y a quelques mois, il y a 6 mois, en octobre 2023. À l'époque, je sais que tu l'avais lu et que tu m'avais remercié pour cette analyse, mais on n'était pas rentré plus en détail sur les points que j'avais mis en avant dans cette newsletter. Alors, objectif assumé de cet épisode, c'est d'avoir ton débrief, d'avoir accès aux coulisses, et j'imagine que depuis 6 mois, il y a des choses qui ont évolué, qui ont changé par rapport au crush que j'observais il y a 6 mois, et j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Avec plaisir. Deuxième objectif assumé, on est là dans une pratique de recyclage, et comme vous savez, practice what you preach, c'est mon motto professionnel, et donc je vous montre comment une newsletter peut devenir un podcast en ajoutant de la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est la voix de MC aujourd'hui. Je fais une petite chanson, quoi. Est-ce que tu veux présenter en quelques mots ce qu'est Crush, de quoi ça parle, quel est ton objectif avec ce podcast, pour un peu poser le contexte ? Alors, Crush, c'est le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. J'ai choisi de revenir sur ce moment iconique de toutes les histoires d'amour qu'est la rencontre. C'est souvent le moment dans les histoires dont on aime parler, dont on aime se rappeler, dont on aime parler entre amis, dont on aime parler en couple. Souvent, les couples qui sont ensemble depuis longtemps aiment beaucoup raconter leur rencontre, leur premier jour. C'est aussi un moment des histoires où il y a tout un langage spécifique qui est assez fascinant. Tu sais, le coup de foudre, les papillons dans le ventre, l'alchimie. Ça, c'est un langage qui nous fascine et c'est des mots qu'on a envie de comprendre et ça reste assez insaisissable. Donc, Crush, c'est ça, c'est de parler d'amour et de parler des premiers moments de toutes les histoires d'amour. Mon objectif avec ce podcast, il a évolué, il a 1 an et demi aujourd'hui. Donc, au départ, c'était prendre la parole sur un sujet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est rapidement devenu l'envie d'en faire un métier et d'en faire une source de revenus. Et aujourd'hui, c'est en train de le devenir. Bravo pour cette évolution. En tout cas, je suis de près tout ce que tu mets en place sur Crush, ce qui explique cette newsletter et cet épisode. Et je serais ravie de décrypter pour nos éditeurs et nos auditrices ce qui marche en fait dans la recette Crush. Déjà, moi, ce que j'avais observé, c'était ce choix judicieux de s'adresser à un grand public sur un sujet qui est universel. Tout le monde est obsédé par l'amour, mine de rien. Si il n'a pas envie d'être en relation amoureuse, on se définit en contre, mais l'amour est omniprésent, donc potentiellement c'est un podcast qui peut parler à beaucoup de monde. Et en même temps, tu as choisi de te concentrer sur un petit moment d'une histoire d'amour, qui est celui de la rencontre, où il y a une forte intensité émotionnelle et une capacité à se projeter dans ses premiers jours, à vivre par procuration. Et ça, ce sont les ficelles du storytelling, où il y a du suspense, des émotions, des rebondissements. Et ça, c'est quelque chose que tu as vraiment intégré dans le concept de ton podcast. Je tiens à souligner qu'il y a un rime aussi dans ton pitch, les premiers jours des histoires d'amour. C'est quelque chose qui est aussi très chantant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu ou qui t'est tombé dessus ? Ah ouais, bonne question. Quand j'ai cherché la raison d'être, vraiment le pourquoi de Crush, je suis allée chercher très très loin. J'avais la conviction intime qu'il fallait que j'ai un purpose hyper, à la fois hyper clair et très relié à moi. Parce que j'avais l'intuition, je le savais pas encore et ça s'est bien confirmé qu'il fallait
tenir dans le temps et qu'il fallait réussir à être passionné par son sujet sur le long terme pour tenir un podcast grand public comme celui-là. Et donc, j'ai creusé sur ma proposition de valeur. J'ai passé des nuits, quand j'ai compris qu'il fallait que je le fasse, j'ai passé des nuits à écrire et j'ai fini par comprendre ce que je cherchais avec Crush. J'avais envie, en fait, de décortiquer ce qu'est une rencontre amoureuse et de comprendre les ressorts visibles et invisibles d'une rencontre, donc que ce soit l'aspect biologique, que ce soit l'aspect sociologique, psychologique, j'avais envie de comprendre ce qui se passe, pourquoi on choisit cette personne-là et pas celle d'à côté. Et en fait, j'ai creusé en moi, j'ai trouvé une proposition de valeur et après, cette proposition de valeur, j'ai voulu la mettre en mots un peu plus marketing, en tout cas plus compréhensible pour l'audience, pour les gens, et qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. C'est le fruit d'énormément de réflexion et d'écriture pour moi. C'est pas arrivé comme ça. Merci de montrer tout ce qu'il y a derrière une belle phrase, des bons mots, des mots qui se retiennent simplement, qui sont mémorables. On dit que tu as fait un pitch qui est simple et qui va encourager le bouche à oreille et je pense que c'est le cas puisqu'on comprend simplement de quoi tu parles et ce qui est différent dans ta façon de parler de l'amour. Tu n'es pas n'importe quel podcast sur l'amour et on a vraiment vu quand tu es arrivé ces petits éléments qui ont l'air de rien mais qui en fait sont le fruit de beaucoup d'investissements de ta part, de réflexion. Est-ce que tu as mentionné le purpose, la raison d'être, d'aller chercher le pourquoi à l'intérieur de moi? Ça, c'est une démarche de branding, donc c'est les premières étapes de ce qu'on appelle la plateforme de marque. C'est une méthode pour définir la marque de son projet, donc là, en l'occurrence, son podcast, et s'assurer que dans le fond et dans la forme, on fasse les bonnes décisions pour produire cet effet-là, que quand on présente son podcast, son pitch en une phrase, on se dit « Waouh, j'ai compris de quoi tu parlais, non seulement, mais j'ai envie de l'écouter maintenant parce que j'ai compris ce que ça allait m'apporter, ce qui était différent chez toi et ce que je ne trouverais pas chez un autre podcast. » Le why que tu as creusé, tu en as parlé, tu l'as dévoilé aussi il y a pas longtemps. Parce que quand on dit qu'on creuse son why, donc ça, sa raison d'être, son purpose, comme on dit, soyez pas effrayés par le jargon marketing, je le traduis à chaque fois. Donc quand on doit chercher son pourquoi on fait les choses, c'est intéressant parce que ça permet de donner une perspective sur le long terme. Comme tu dis, faut être motivé pendant des semaines, des mois, des années pour parler de ce sujet-là. Donc le plus tu vas lui donner de la perspective, de la profondeur, le plus quand on est une personnalité curieuse, passionnée, on se dit qu'on n'a pas fini de faire le tour du sujet. Donc ça, c'est motivant. Ça donne aussi de la profondeur vis-à-vis de son propos. Est-ce que c'est l'amour pour le côté gnangnan? Oui, il y a le côté gnangnan, le côté magie. Cuculapraline. Cuculapraline qu'on aime bien. Mais il y a aussi derrière, c'est quoi les ressorts psychologiques, sociaux, etc. Et là, on se dit, ok. Je pense que ça va m'intéresser à plus d'un titre, beaucoup de personnes qui ont des intérêts différents. Et donc le why que tu disais, il y a le why tel que tu l'expliques, c'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse, ce sont les ressorts sociaux, psychologiques, internes, externes, mais il y a aussi le why interne. Qu'est-ce qui explique dans ton histoire, dans ton parcours, que toi, MC, tu passes autant de temps à faire parler les gens sur leurs histoires d'amour? Ça, tu l'as dit il y a pas longtemps. Ouais, alors le why, il a un peu évolué. C'est-à-dire qu'entre le why que j'ai trouvé au tout début, quand j'ai eu cette phase d'introspection hyper profonde, là, au fond de ma life, et le why, il était lié à mon père. Dans le sens où mon papa est chercheur en biologie comportementale et donc tout son travail de recherche, il est à la retraite maintenant, il écrit des livres, tout son travail de recherche, c'était la sélection naturelle et la sélection sexuelle. Donc comprendre pourquoi les espèces et comment les espèces choisissent leurs partenaires pour se reproduire et survivre. Et si tu veux, ça, moi, c'est un spectre de compréhension de la vie familiale. Ma mère était prof de sciences nat aussi. Donc, si tu veux, moi, j'ai grandi là-dedans. C'est mon aquarium, quoi. J'ai vu la vie à travers ça pendant des années et des années. Même mes histoires d'amour à moi, c'était fantastique. Hein. Je me demandais toujours, mais pourquoi je choisis ce cum? Est-ce que c'est parce qu'il a la mâchoire carrée et donc il est super rassurant, ou alors c'est parce qu'il me fait penser à, il joue de la guitare, donc ça me fait penser à mon père. Paf, complexe, machin, tu vois. Bon, bref, tout ça. Et en fait, le why, il a un peu évolué. Effectivement, j'ai pris conscience il y a pas longtemps, et je pense que c'est à ça que tu fais référence, qu'il y avait aussi un lien avec l'histoire de mes parents.
puisque mes parents se sont séparés fin des années 80 quand on était, mes frères et sœurs, assez jeunes, hein, parce que moi j'avais 8 ans quand ils ont divorcé. Et ça a été un divorce compliqué, violent, qui a duré pendant très longtemps. Et donc j'avais une image du couple complètement pourrie, hein, on va se le dire. C'était vraiment moche, quoi. Comment se détruire, mode d'emploi, quoi. Comment se détruire pour les nuls. Et en fait, avec Crush, en racontant des histoires d'amour positives, parce que quand on parle de rencontre, on parle d'amour de façon positive et optimiste, j'ai réparé l'image de l'amour que j'avais. Ça a commencé par ma propre histoire d'amour que j'ai avec mon chéri depuis plus de 12 ans maintenant, qui est le père de mes enfants. Et Crush m'a permis de prendre conscience de ça, en fait, qu'avec lui, j'avais réparé mon image, l'image de l'amour, et que j'avais envie de diffuser ça. Et que c'était presque une mission de vie maintenant. Voilà. Donc, mon why a évolué. Et si tu veux, aujourd'hui, mon why, il a plein de briques. Donc, je sais pas si on les appelle externes, internes, primaires, secondaires. En tout cas, il y a plein de briques qui se mettent ensemble et qui prennent énormément de sens. Et à quoi ça te sert aujourd'hui de les avoir bien en tête? Pour moi, c'est le socle, en fait, de tout. Donc, c'est un peu une araignée. Tu as ça au centre, tu as ma mission au centre, ma proposition de valeur. Et puis, derrière, tu déclines tout le reste. À partir de ça, je décline ma ligne éditoriale, je décline mon format, je décline mon branding, je décline mon identité visuelle, je décline mes canaux de communication, tout en fait. Pour moi, c'est le socle. Ça donne une cohérence, exactement, et tu y reviens. Par exemple, sur ton identité visuelle, tu as changé dernièrement. Alors, j'ai pas complètement changé, j'ai rafraîchi. Tu as rafraîchi, oui. Tu as J'ai fait fait une un évolution de lifting. ton Ouais. identité visuelle. Il y a 6 mois, tu étais plus sur des codes sur le cinéma, où tes covers d'épisodes mettaient en scène les couples comme si c'était une affiche de cinéma. Donc on était vraiment, tu as appuyé au niveau de la perception sur le côté storytelling, histoire d'amour, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire cette petite évolution il y a quelques semaines, 2-3 semaines, si je ne m'abuse? Moi, j'ai une passion pour l'identité visuelle en général. Ça peut arriver sur le tas, mais j'aime beaucoup réussir à transmettre l'identité d'une marque à travers des codes visuels. Cet enjeu-là me fait triper, quoi, complètement. Et donc, quand je le fais pour moi, si tu veux, je suis capable de changer d'identité visuelle toutes les 2 semaines si je me laisse, si je suis mon instinct primaire. Donc, tu vois, là, je suis restée 1 an et demi avec la même charte et pour moi, c'était un miracle. Et donc là, j'avais envie de faire évoluer et de pimper, de rafraîchir, de le rendre un peu plus moderne, plus aligné avec l'évolution, enfin tout ce qui a changé de Crush en 1 an et demi. Donc c'est un petit twist où tu vois sur la vignette on voit ma tête, avant on la voyait pas. C'est la même photo, j'ai juste changé le cadre en fait. Le logo, je l'ai rendu un petit peu plus éditorial dans le sens où je l'ai rendu plus magazine. Là, ma DA, en fait, elle est un peu plus mag versus film, cinéma qu'elle était avant, tout simplement parce que j'ai envie que Crush devienne un média et pas seulement un podcast, et que je puisse parler d'amour, pas seulement sur le podcast, mais aussi sur YouTube, en vidéo, aussi dans une future newsletter, aussi dans des événements. Donc voilà, pour moi, c'est un moyen d'élargir la portée et le propos de Crush, ce twist de l'identité visuelle. Donc effectivement, c'est ce qu'on ressent, c'est que tu as, un petit peu élevé l'identité visuelle pour lui donner plus de hauteur et se dire que tu pouvais traiter du même sujet, mais de manière différente. Avant, il y a 6 mois ou on va dire il y a 1 an, tu traitais des premiers jours des histoires d'amour sur un podcast. Maintenant, on sent que c'est en train de s'élargir et que tu veux traiter du même sujet, mais avec des formats différents et du coup, les codes visuels que tu as sur ton podcast doivent être aussi adaptés à d'autres formats, à d'autres canaux et du coup, il faut élargir un petit peu, il faut les rendre, moins podcast et plus magazine, comme tu dis, plus Un éditorial. peu plus mag, ouais, exactement. Si on revient sur le sujet du storytelling, donc le fait de raconter des histoires, c'est un choix qui est carrément assumé de ton côté. Tu as voulu te concentrer sur quelques jours avant la rencontre
ou quelques semaines, mais ce que tu vas aborder va toujours servir à l'intrigue principale, où la rencontre est un climax, en fait, est tout en haut de l'émotion et du suspense. Et après, il y a une redescente et tu parles très peu de ce qui se passe après la rencontre. Un petit peu, il y a un petit atterrissage, mais c'est tout. Ce sujet du storytelling, c'est très malin parce que c'est très en lien avec les histoires d'amour, comme tu dis. On a envie d'en parler. Il y a les 2 ingrédients qui font que le storytelling est si puissant, c'est qu'il y a de la dopamine avec ces émotions fortes, de l'amour, on se projette dans ce que ressent les papillons dans le ventre, et cetera. Mais il y a aussi du suspense de est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que je vais réussir à la croiser? Et qu'est-ce qu'il va dire quand je vais l'embrasser? Et cetera. Donc c'est en fait tous les ressorts des bonnes comédies romantiques. Est-ce que cette inspiration des comédies romantiques avec une structuration narratif qui suit le voyage du héros, en fait, qui est une structure narrative assez classique. Est-ce que c'est quelque chose qui était conscient chez toi ou ça a été et tu t'es dit bon, je vais poser telle question et puis après je vais accélérer là-dessus, etc. Ou est-ce que tu l'as fait au feeling et après tu l'as amélioré? Je serais contente de savoir ce qui s'est passé dans les coulisses. C'était très, très, très conscient. Tout simplement parce que j'ai commencé à réfléchir à Crush en février. Alors du coup, j'ai du mal à me rappeler de l'année, mais je crois que c'est 22. Février 2022, quand j'ai dit OK, je me lance là-dessus, que j'ai travaillé ma proposition de valeur, que j'ai travaillé à partir de la proposition de valeur, j'ai décliné tout le reste. Est arrivé un moment où j'ai pris mon micro et je suis allée interviewer mes premiers invités, qui étaient mes potes. J'ai fait 4-5 interviews l'été 2022 et j'ai commencé à monter. Et j'ai commencé à monter en me disant bon c'est un podcast interview, donc je vais faire comme Mathieu Stéphanie, je vais appuyer sur rec et puis je vais laisser jusqu'à la fin, puis je fais pas de montage parce qu'il y a pas besoin. Et puis un jour en soirée, donc il faut savoir que toutes les grandes décisions de Crush se prennent en soirée quand je fais la teuf. Je rencontre un podcasteur aguerri qui n'est autre que Jules Lavie, le journaliste du Parisien qui fait Code Source, un des podcasts français les plus écoutés, qui me dit attention MC, tu ne vas pas interviewer Beyoncé. Donc en fait, les gens, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir envie d'aller écouter l'histoire de ta voisine, de la girl next door ou du boy next door. Il faut que tu trouves un principe narratif, une construction d'épisode qui attise la curiosité dès le début sur une histoire d'anonyme parce que tu n'interviews pas une big star, quoi. J'avais déjà fait 4-5 montages d'épisodes, j'ai tout bazardé et j'ai tout recommencé. Avec les mêmes personnes ou pas? J'ai repris, j'ai gardé les interviews, mais par contre, le montage, je l'ai pensé complètement autrement. Et j'ai essayé dès le départ d'avoir une structure mise en scène, inspirée clairement de films, de romans et de séries. Clairement, c'est comment tu teases au début pour qu'on ait envie d'aller écouter l'histoire. Et donc, ce que j'ai mis en place plusieurs éléments. Donc, j'ai mis en place une analyse de l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu mon interview, moi, je me pose la question, c'est quoi la particularité de cette histoire? Il est où son intérêt? Est-ce que c'est purement narratif, parce qu'il y a des rebondissements dans tous les sens et que on aura toujours envie de savoir ce qui se passe après, et qu'il va y avoir effectivement un nœud, un climax? Ou est-ce que c'est plus une réflexion sur le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Ou est-ce que c'est plus un parcours personnel où j'étais persuadée que je pourrais jamais rencontrer d'homme, et puis j'ai fait du coaching, et puis ça m'a aidé, etc., etc. Donc j'identifie ça. Je trouve l'extrait qui évoque cet intérêt-là principal que je mets en tout début d'épisode. C'est un extrait court qui fait max 30 secondes, mais qui tout de suite va dire, OK, il va falloir trouver une réponse à cette problématique dans l'épisode. Mes titres aussi sont vachement travaillés. Donc, je sais que le titre va susciter la curiosité. Et ça, j'ai testé pas mal de trucs et je sais commence à savoir ce qui marche moins. Et puis, j'ai rajouté des petites virgules sonores qui font que dans le récit, tu as des moments de suspension, comme si c'était la fin d'un épisode d'une série Netflix et que tu as envie de savoir la fin. Et je les positionne toujours à des endroits un peu cruels. Donc, et ça, c'est complètement assumé. L'idée, c'est de créer du manque et que notre cerveau qui était shooté soit à la dopamine de ça avait l'air trop bien, hop, ça s'arrête, j'en veux plus, soit au cortisol de qu'est-ce qui va se passer et je suis hyper concentrée, et il redouble d'attention pour la suite. Et ça donne envie de binger. D'ailleurs, c'est un commentaire que tu mets souvent en avant sur tes réseaux sociaux, que tu reçois en DM, qui est j'ai découvert Crush et puis j'ai tout écouté, et maintenant je suis en manque. Qu'est-ce que je fais? Je dois attendre mardi prochain. Ouais, C'est vrai. ça marche.
C'est exactement ça. Et j'ai même eu un bon commentaire à le podcast. La personne disait, j'ai découvert il y a 2 jours, j'ai tout écouté. 48 heures, 65 épisodes. Petite indigestion peut-être. Et oui, et ça, effectivement, moi, ça me surprend parce que je trouve ça fantastique de générer ce genre de comportement, ce genre d'envie. Et ça prouve effectivement que cet usage, comme tu dis, du storytelling fonctionne. Ça fonctionne individuellement par rapport à ce qu'on t'envoie comme DM, ce qu'on met comme avis sur iTunes. Et ça fonctionne aussi en termes de statistiques, puisque tu as un contenu qu'on appelle evergreen en stratégie de contenu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir et vouloir le consommer n'importe quand. Et du coup, une personne qui rencontre Crush, bah, elle va pas écouter les 2, 3 derniers épisodes, elle va t'en écouter 65 d'un coup. Donc, une personne égale 65 écoutes, et 65 écoutes avec un taux de complétion qui approche 100%. Ça, au niveau des statistiques et de la mesure de ta performance, on est sur des très, très bons indicateurs. Eh bien, tout à fait. Oui, madame. C'est exactement ça. Est-ce que tu veux nous donner un petit aperçu de tes stats aujourd'hui? C'est quelque chose sur lequel tu communiques? Oui, carrément. Tu veux le nombre d'écoutes? Celles qui sont importantes pour toi. En cumulé, on va atteindre les 500 000 là, écoutes. En mensuel, on est sur une trend autour de 60 000 écoutes par mois, 30 000 auditeurs uniques par mois. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai pas de comparaison parce que déjà le nombre d'écoutes précisément, c'est pas un sujet dont on parle facilement. Moi, je trouve que c'est un peu tabou. Moi, j'avoue, j'ai aucun souci à en parler, donc voilà. Mais tu vois, par exemple, les jours de sortie d'épisodes aujourd'hui, c'est là qu'on va retrouver l'effet un peu addictif. Evergreen, comme tu dis, c'est que je vais faire entre 2000 et 2500 écoutes sur l'épisode qui sort. En revanche, la journée, elle va cumuler entre 4000 et 4500 écoutes. Donc, ça veut dire que quand une personne va écouter le nouvel épisode, elle va potentiellement en écouter un ou deux autres. Et effectivement, lorsque mon invité est une personne une créatrice de contenu qui a une communauté, elle va ramener des nouveaux auditeurs de sa communauté. Là, cet effet, il est amplifié. Enfin, c'est des nouveaux auditeurs qui arrivent sur la chaîne, qui découvrent à travers l'histoire de la créatrice de contenu, qui suivent le podcast et qui vont écouter les autres épisodes. Effectivement. Parce que ça, c'est aussi un enjeu quand il y a d'autres podcasteurs ou podcasteuses avec qui je discute qui ont cette stratégie aussi d'inviter des personnes connues à leur micro pour faire un relais de visibilité et espérer que leurs écoutes et leur nombre d'auditeurs uniques augmentent. Le nombre d'écoutes augmente souvent si la personne joue le jeu de la promotion, mais les auditeurs uniques sur le mois, c'est pas forcé que ça augmente parce que parfois les personnes sont intéressées seulement par la créatrice ou le créateur et n'accrochent pas à la proposition de valeur du podcast. Dans ton cas, ce n'est pas le cas, c'est que tu as fait un très bon boulot aussi. Ouais, je fais attention aussi maintenant dans ma prog, quand je sais que je diffuse un épisode d'une personne qui a une communauté, à choisir les épisodes qui entourent avant et après. Parce que la rétention est clé pour moi, clairement. Donc, si elle écoute l'épisode 65 et que l'épisode 64 la déçoit, elle n'ira pas écouter les autres. Donc, je fais attention à ça maintenant, sinon la prog. Très intéressant. Merci. Par rapport au storytelling, j'avais une petite question supplémentaire. Est-ce que tu t'es basé sur ta culture cinématographique, etc. Ou est-ce que tu es allé chercher des sources plus formelles? Moi, par exemple, j'ai lu Out of the Wire, qui est une BD sur les ressorts narratifs des grands podcasts américains. C'est un peu ma ref, j'en lis d'autres en ce moment, mais c'est vrai que je trouve que ce sujet du storytelling, c'est quelque chose dans lequel on baigne et on se rend pas forcément compte qu'il y a des ressources, des structures, des choses qui sont vraiment mises noir sur blanc pour améliorer cette partie-là. Toi, qu'est-ce que tu es allé chercher comme source? Eh bien, ça m'intéresse, tes sources à toi, parce que moi, c'est que de l'empirique. C'est que ma passion pour les comédies romantiques et les séries Netflix. Je me suis tapé la saison 3 de Bridgerton hier, par exemple, tu vois. Moi, c'est que ça. C'est un ressenti. C'est je pense, une capacité d'analyse de ce qui me fait, moi, réagir et d'essayer de l'appliquer, en fait. Mais j'ai pas de, non,
le bouquin dont tu parles m'intéresse, Anne-Claire. Je vais faire un épisode avec 2 ou 3 bouquins que je connais bien avec des ressources sur le storytelling, donc je te le partagerai. Carrément. Mais tu vois, là, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je pousse encore plus loin, qu'il fallait que je me nourrisse et qu'il fallait que j'aille écouter les podcasts américains. Tu vois, par exemple, moi, j'ai écouté des podcasts américains, mais sur de l'entrepreneuriat il y a quelques années, et je le fais plus. Et je sais qu'il faut que je le fasse. Mais déjà, la première attitude que tu as eue de dire je kiffe les séries, je kiffe les comédies. Comment est-ce que je peux prendre un petit recul intérieur pour analyser pourquoi à cette scène-là, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion? D'où ça vient? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le silence? Est-ce que c'est la posture des gens? Est-ce que c'est les mots qu'ils ont utilisés? Déjà d'avoir ce recul intérieur, ça permet d'identifier s'il y a des choses qui se répètent et d'en faire une loi. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Et effectivement, ça donne les premières pièces. Et comme toi, bah, quand je me dis, est-ce que ces observations que j'ai vues qui se répètent, est-ce que ça a été validé par quelqu'un? Moi, c'est mon côté bon élève. J'ai envie d'aller voir si quelqu'un de plus sachant a validé des choses que j'ai vues intuitivement. Et ben, après, on peut découvrir qu'il y a une structure narrative qui s'appelle le voyage du héros, le format en oignon, etc. Et ça permet aussi de continuer à nourrir sa créativité aussi, parce que mine de rien, on en a besoin. Ouais, ça me fait parfois peur, tu vois, moi, j'ai pas envie d'être formatée aussi, tu vois, ça fait partie aussi de ce qui, je pense, me fait l'originalité de Crush, en toute humilité, hein. J'ai pas enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai un peu peur de tomber dans des cadres, dans des boîtes et de vouloir essayer d'appliquer une recette. Tu vois, là, je dis que je vais le faire, mais je vais le faire de façon très ciblée et pas à grosse dose. J'ai pas envie de tomber là-dedans parce que je trouve que trouver des trucs tout seul, trouver des trésors tout seul, c'est aussi ce qui fait le piment De du créateur, quoi. l'exploration. Ouais, de Ouais, l'exploration, tu vois. tout à fait. Mais l'idée, c'est pas de, comme tu dis, arriver avec emporte-pièce et puis d'aller couper toutes ces aspérités qui font l'originalité de Crush. Et puis, t'as pas à rougir de dire ça, c'est vrai. Ton podcast, il est original, on le sent. Et c'est juste bah, pour tester des nouvelles choses et puis pour voir ce qui marche pas. Il y a ce côté aussi chercheuse qui vient de ta culture familiale que tu as appliqué à ton projet qui te permettra d'avancer. Je te propose qu'on parle maintenant de tes crushers. C'est la façon dont tu appelles tes auditeurs, donc les personnes qui t'écoutent. Moi, j'y ai vu une intention de créer une communauté autour de ton podcast et notamment le fait d'appeler crusher, c'est un petit nom qui crée un sentiment d'appartenance et qui fait se dire, bah moi, si je suis un crusher, il y a d'autres crushers et si je le rencontre, cet autre crusher, eh ben, ça nous fera un point commun sur lequel discuter. On peut penser à Léna Situation qui appelle ses auditeurs les canapotes, par exemple. C'est aussi un podcast que j'ai décrypté il y a quelques épisodes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant quand on veut faire communauté. On trouve des symboles de ralliement ou des noms de ralliement. Comment tu te situes, toi, par rapport à la communauté? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer? Dis-moi tout. Alors, c'est peut-être le sujet qui est le moins clair dans ma tête aujourd'hui. Le mot crusher, il est venu assez naturellement, crusher de mes rêves, parce que je trouve que j'ai des auditeurs géniaux. C'est comme ça que je les appelle dans l'intimité. J'avais l'intuition au départ que il fallait faire communauté et il fallait se faire rencontrer les gens autour du sujet dont je parle. Au tout début, au 2 ou 3e mois, j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle le Boudoir, le groupe très très privé mais très funky et des plus fidèles auditrices. Il n'y a que des femmes de Crush. On est 20. Alors, c'est des auditrices que j'ai sélectionnées parce qu'elles venaient beaucoup me parler en DM sur Instagram et que j'aimais leur façon de dialoguer avec moi. J'ai trouvé sympa, drôle et bienveillante. Donc, j'ai créé un groupe WhatsApp et ça a été le départ, en fait, un noyau dur d'ambassadrices qui m'ont aidé à faire plein de choses, qui m'ont aidé à trouver des titres d'épisodes en brainstormant, à recruter des invités parce qu'elles suivent des créatrices de contenu sur Insta et elles sont allées leur faire des DM en disant tu devrais passer dans Crush, je connais bien Marie-Charlotte, ça te dit. Et j'ai eu plusieurs invités comme ça recrutés grâce à elles.
avec qui j'ai sondé des idées aussi également, qui m'ont aidé sur des trucs techniques pour faire des fichiers Photoshop pour Apple Podcast. Voilà, c'est devenu une véritable équipe et des ambassadrices de la marque. Et ensuite, il y a comment embarquer tout le monde dans le mouvement. Donc déjà, il faut définir le mouvement. C'est quoi le mouvement de Crush? Je l'ai appelé la Relovution. Encore une fois, ce mot, alors je pense qu'il vient des années 60, d'un mouvement hippie, flower power, mais qui vient surtout du cerveau d'une des auditrices du Boudoir, qui a prononcé ce mot un jour et qui j'ai dit, OK, là, il y a un truc fort et c'est le mot que j'utilise aujourd'hui. Je sais où je veux aller. Je veux que ce soit que la révolution, ce soit assumer l'amour de l'amour. Tu sais, on dit souvent les amoureux de l'amour, mais on y voit souvent un truc un peu, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu cucu, négatif, gnangnan. Non, en fait, moi, je voudrais que la révolution, ce soit cet espace safe, où il y a de la confiance, de la sérénité, et où on a le droit de dire qu'on aime l'amour, qu'on aime parler d'amour, de ses sentiments, de ses émotions, de toutes les questions qu'on peut se poser sur l'amour, sur notre vie sur Terre, parce que c'est très métaphysique. Quand on parle d'amour, ça devient très vite métaphysique. De ses vulnérabilités, de ses faiblesses, de dire qu'on ne sait pas, de dire qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est mal, qu'on aimerait aller mieux, que celui qu'on vient de rencontrer, il est déjà maqué, et pourtant il continue à nous envoyer des textos. Voilà, qu'on puisse, voilà, cet espace, embarquer tout le monde dans cet espace, et dire cet espace en fait où tout le monde sait que c'est l'amour qui gagne à la fin. Et tu vois, quand j'en parle, le discours est moins rodé. C'est marrant. Là, je cherche mes mots, tu vois, parce que je suis en train de le théoriser en fait. Ouais, cette perspective est t'autoriser à dire que ce podcast, il a une mission plus grande et peut-être que c'est lié aussi à ton déclic intérieur et ton envie de dire, bah, en fait, ça va pas rester un podcast, ça va devenir un média multicanal, multiformat. Et donc, ce média, eh ben, on lui donne une perspective plus haute et la mission, c'est aussi un des éléments de la plateforme de marque qui est, à ouvrir et à agrandir pour, que ça ait un impact sur, toute la société entière puisque c'est ce qui va donner envie à un grand nombre de personnes de s'engager, comme tu disais, dans le mouvement. L'idée aussi de réconcilier tes auditeurs, tes auditrices, cibles sur cet amour de l'amour, c'est de dire, bah, tu ce podcast, ça va être plus qu'un divertissement, ça va te donner, une mission et ça te donne du sens, de la portée et ça les renforce dans leur engagement vis-à-vis de ton contenu et de ce que tu, proposes. Ouais, c'est délicat, hein. C'est délicat parce que tu vois, moi, j'ai pas envie, par exemple, tu vois, de demander l'avis à la communauté sur une histoire. En fait, je pense que les invités, ils ont pas, c'est pas ça le truc, tu vois. Donc, c'est comment faire réagir les gens, se mobiliser les gens, créer du dialogue sans tomber là-dedans. Et pour moi, c'est un peu un fil, tu vois. J'ai un peu l'impression d'être un funambule. Et pour l'instant, je teste et j'ai pas craqué le truc complètement. Cet été, je vais tester un autre format. Tu vois, je vais voir il y a des trucs nouveaux, quoi. Je teste. Trop bien, ouais. Chaque été, tu prévois une programmation, différente. C'était le cas l'année dernière. Tu avais invité plusieurs personnes autour d'un format saga, magazine et cetera. Qu'est-ce qui fait que tu as envie l'été de proposer quelque chose de différent? Il y a 2 choses. Il y a l'été, je pense qu'on consomme pas de la même manière que dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai beaucoup de gens qui écoutent podcast dans le métro, dans leur voiture, en partant au boulot, en promenant leur chien le matin. Et l'été, en fait, on n'a plus ces habitudes-là et on consomme différemment. Donc déjà sur le format, je pense qu'il faut être malin et faire un peu plus court, un peu plus snack, quoi, tu vois, et plus léger aussi. C'est un moment où voilà, le cerveau fonctionne pas pareil que le reste de l'année. Et puis l'amour l'été, c'est quand même cool, quoi. Normalement, il fait beau, il y a du soleil, c'est l'amour à la plage, à ouaou cha cha cha. On se dénude, les hormones font parler d'eux. Voilà, il y a le désir qui est là, que ce soit dans les histoires naissantes ou dans les couples. Donc il y a quelque chose, je trouve, intéressant. Et en termes de stratégie éditoriale, clairement, tu as beaucoup de podcasts qui l'été soit ne diffusent plus rien, soit rediffusent. Et moi, l'année dernière, j'avais fait le pari de diffuser de l'inédit, donc une programmation spéciale. Je refais le pari cette année un peu différemment, un peu moins, je prends un tout petit peu moins de risques. C'est plus mesuré. J'espère que ça marchera aussi bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou là tu tiens ta langue? Quand est-ce que tu vas en parler?
Je vais pas tarder parce qu'il faut que je fasse un appel à témoins. Je vais rester sur des histoires de crush. Je vais diminuer la durée des épisodes. Je vais rester sur 30 minutes maximum. D'habitude, je suis autour de 45. Donc là, je vais faire plus court. Donc ma trame d'interview va être adaptée aussi. Je vais caster, j'en ai déjà un certain nombre, mais j'ai encore quelques histoires un peu typiques été, tu vois. Genre rencontre club de vacances, rencontre au camping, rencontre sur la plage, rencontre dans un avion. Je vais un peu orienter comme ça. Et j'aimerais tester un nouveau format, le Crush of the Week ou un truc comme ça, où j'aimerais en fait, et ça rejoint la mobilisation de la communauté, que toutes les personnes qui m'écoutent, quand elles ont un crush, elles aient envie de me le raconter. Et ça, j'aimerais bien qu'elles viennent me le raconter, soit à l'écrit, soit en vocal, et que moi, je le diffuse cet été en épisode bonus à un autre moment de la semaine, et faire réagir, mais voilà, c'est comment faire réagir sans tomber dans le conseil. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est faire réagir sur moi ça m'est arrivé, voilà comment ça s'est passé, ouais voilà, un truc comme ça. Mais tu vois, c'est pas encore hyper clair dans ma tête. Ça va le venir, ça va venir. Tu l'as pitché à ton boudoir ou pas, ce format? Non. Ah, tu vas avoir des premiers retours, ça va être trop bien. C'est génial en tout cas tout ce que tu as mis en place autour de Crush, ce comité édito qui te sert à avoir des feedbacks, des idées, des ambassadrices pour la communication. Et puis ce que tu testes de manière plus large pour tes auditeurs, tu les appelles les crushers, tu as fait des suites aussi où on Ouais, peut le se symbole quoi. revendiquer Crush, ouais, un symbole. Tu vois mon Teddy là? Ma veste. Bientôt, il y aura un crush dans le dos. C'est génial. Et ça, j'aimerais bien aussi, tu vois, que ça devienne un symbole. Et ces épisodes bonus, donc c'était un répondeur par le passé, là, pour leur série, ça sera peut-être un petit peu différent, mais c'est trop chouette tout ce que tu tentes, c'est à la fois assez créatif, et il y a une cohérence, et il y a de la réflexion. Bravo, longue vie à Crush. Je te propose qu'on passe aux questions signatures. La première, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un, un auditeur, une auditrice, un podcasteur, une podcasteuse déterminée qui a envie de créer un podcast ou de faire évoluer son podcast pour renforcer sa marque comme toi? Oh, bah, clairement, pour moi, c'est ce qu'on a dit, c'est tout ce qu'on vient de se dire à propos de la raison d'être. Donc du why. Et pour moi, ce why, il doit venir de l'intérieur. Il doit vraiment venir des tripes. Il doit être lié à soi pour tenir sur le long terme. Parce que la deuxième arme principale, c'est la patience dont doit faire peur un podcasteur. Car le podcast, c'est un marathon. Et ça, c'est clair et net. Et il faut le savoir quand on démarre. Si on n'est pas patient, si on n'a pas de l'endurance, on s'arrêtera trop tôt pour atteindre ses objectifs. Donc, il faut prendre les bonnes décisions pour se dire qu'on se lance dans un projet longue durée. Oui, je pense qu'en fait, au tout début, il faut vraiment se poser la question. Avant d'acheter ton micro, avant d'acheter ton casque et ton enregistreur, c'est qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et est-ce que ça a vraiment du sens pour toi de dire ça? Merci pour ce conseil. Une ressource que tu recommandes aux podcasteurs, aux podcasteuses qui nous écoutent, ça peut être lié au podcast ou en général la créativité, la création, ou même ta chanteuse préférée, c'est comme tu veux. Moi, j'ai une ressource primordiale dans Crush, c'est mon cam. Vraiment, il est super compréhensif. Viens là, toi. Et il est très patient. Parce que je suis tellement habitée par mon projet, et je pense que quand on lance, tous ceux qui veulent lancer un podcast et qui ont leur podcast le sont, que la personne qui partage ton quotidien doit savoir t'écouter, savoir être patient, savoir te dire les choses gentiment quand tu dépasses les bornes, quand tu en parles matin, midi et soir. Donc moi, je suis recadrée régulièrement. Donc ça, c'était une ressource très importante. Si c'est pas ton cam, ça peut être ta meilleure amie ou ton meilleur pote. Et puis, bah, c'est aussi un peu ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment l'impression, vu que je viens pas du podcast au départ, j'ai vraiment, je pense, cette capacité à penser, on dit out of the box, tu vois, c'est un peu le terme consacré, mais en dehors des sentiers battus. Et pour ça, eh ben, moi, ce qui me tient, c'est vraiment, je trouve mon inspiration dans toutes mes activités du quotidien. Tu vois, même avec mes enfants, en fait, je trouve l'inspiration dans les bouquins que je lis, dans les films que je regarde, dans les concerts que je vais voir. Tu vois, un concert, c'est un putain de storytelling, quoi. Moi, quand je vais voir Orelsan à l'Accor Arena, je suis scotchée. La première seconde où il apparaît, où il déjoue toutes les prédictions qu'on s'était faites sur l'ouverture du concert, où il arrive en short,
lumière plein pot dans toute la salle, depuis les backstage derrière une vieille barrière Eras. Il arrive, au lieu de se faire un méga show lumière, light, fumée, machin, le mec, il déjoue toutes les prédictions et il lance son show comme ça. Putain, c'est une putain de leçon, moi, je trouve. Tu vois? Fais pas comme tout le monde. Fais comme toi, tu penses que ça va marcher et fais-le à ta manière. Et moi, tu vois, par exemple, ce concert d'Orelsan, il m'avait vachement marqué. Grand Corps Malade sur scène aussi, il me bluffe parce que tout ce que son handicap l'empêche de faire, il a trouvé un moyen de le faire autrement, notamment en ayant une équipe et un groupe autour de lui, et puis aussi en ayant un charisme physique hyper fort. Ça, pour moi, c'est hyper inspirant. Donc, allez regarder ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer en dehors du podcast. Ça vous donnera des indications sur qui vous êtes et comment est-ce que vous allez vous différencier des autres. Et ça vous donnera des idées que personne d'autre n'aura. Et ça fera votre particularité. C'est vrai. Tu termines cette interview, tu retires le mode avion de ton téléphone et tu vois popper une nouvelle notification qui dit « Vous avez un nouvel avis sur iTunes ». Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils disent sur Crush? C'est hyper dur cette question, Anne-Claire. Je sais, mais tout le monde me dit ça. Alors pour moi, c'est évident. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, je pense que l'avis parfait, ce serait un peu une combinaison de certains avis que j'ai eus sur le côté addictif. Donc, j'ai binge-crushé toutes les histoires. C'était passionnant. J'aimerais aussi qu'on note que Crush est au premier abord un podcast divertissant parce qu'il est captivant, parce qu'il fait rêver, parce qu'en l'écoutant, on s'évade, mais que derrière ça se cache une exploration, une quête plus profonde qui prend tout son sens dans notre société d'aujourd'hui, puisque Crush lutte aussi favorise le lien entre les humains et donc lutte contre le repli sur soi-même. Et donc, pour moi, j'aime bien quand on décède ça derrière Crush, que c'est pas seulement des belles. Amen. Merci. Amen. MC Rebelle Antitude est devenue à mon micro, au micro de Antipop pour partager tout ça. Si ce qu'a partagé MC vous anime, vous interroge, crée de la réflexion, des interrogations, tout ça, vous savez que on est là derrière notre compte Instagram @icofactory ou LinkedIn Anne-Claire Leca, et MC, vous pourrez la trouver sous l'arrobase crush-le podcast, si je me souviens bien. Ouais, le underscore, c'est comme ça qu'on dit. Underscore tiré du 8. Et n'hésitez pas à venir continuer la conversation avec nous. On sera ravis d'en savoir plus sur ce que ce podcast, cet épisode a déclenché chez vous. Allez, à très vite. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.